Ça va pas, Jeanne? Mais non! Tu sais pas qui je suis! Comment tu peux croire que je serai un bon père? Je peux pas te donner ce que j'ai jamais reçu! Est-ce que tu crois réellement que les mensonges que tu sers à ton frère vont l'aider à se reconstruire? T'es trop naïve! J'ai eu la crève tout l'hiver, je m'en remets toujours pas. T'as vu Louise? Ah non mais tiens-toi bien, son mari s'est mis en tête de devenir l'homme à tout faire à la maison depuis qu'il a perdu son poste. Résultat des comptes, ça fait 3 jours qu'elle vient en taxi. Mais pourquoi il s'est mis ça en tête? Il a fait 2 fois la vidange de la voiture dans sa vie et voilà prêt à ouvrir un garage. Mais tu sais, la quarantaine, 12e adolescence de l'homme. Je sais, je vis avec un homme qui croit tout savoir faire. Mais mesdames, s'il vous plaît, la situation se passe de commentaires. Pauvre de toi, c'est dur de vivre avec un ado à la maison. Nous discutions simplement de notre bonheur d'avoir une jante masculine presque mature. Est-ce que cette remarque était vraiment utile? Parce que si on voulait parler de nos hommes ados, je vous signale que moi, au moins le mien, je l'ai toujours. Bon, on va se ressaisir, mesdames. Vous avez lu le dossier pour ce matin? Là, tu vois, c'est tout de suite moins drôle. Ben, moi, surtout, ce que j'ai vu, c'est les photos. Franchement, ce qui m'attriste le plus, c'est la gamine. Hein, regardez. Pourtant, la famille était connue dans toute la ville. Je n'aurais pas imaginé cela. Enfin, ça devrait pas vraiment durer longtemps parce que ça fait déjà 2 mois qu'il est en maison d'arrêt. Donc, il devrait avouer assez rapidement. Il est arrivé le gamin là? Ouais, il est dans l'isoloir avec les policiers. Bon. Bah, mesdames, je crois que ce ne sera pas facile aujourd'hui. Non, espérons. Bon. Courage, mesdames. Ouais. Ah, quelle belle journée. Cet automne. Oui, et justement, ça me rappelle la fois où nous avions perdu nos gants près de l'écurie. Oh, et où c'est qu'ils les a retrouvés? Ma femme. Et oui, que seraient les hommes sans les femmes? Et justement, j'en profite par ailleurs pour vous remercier. Vous savez, pour l'invitation à venir passer le dimanche avec vous et votre famille. Ce n'est pas souvent que nous avons l'occasion de nous voir en dehors du travail. Oh, je vous en prie, ne me remerciez pas.
Nous pouvons pas suivre le protocole après tant d'années. Vous faites presque partie de la famille. Oui, mais tellement de choses ont changé avec les nouveaux enjeux du conseil d'administration que c'est parfois bien de se retrouver en dehors de toute cette pression. Vous méritez vous nouvelles responsabilités auprès de moi, cher ami. Peu de gens s'en sont montrés capables, croyez-moi. Vous me succéderez sans souci quand je prendrai ma retraite. Quoi qu'il arrive, je serai à vos côtés. Si vous acceptez qu'un vieillard grincheux passe vous voir de temps à autre. Oui, c'est un honneur de marcher dans vos pas, et je tenterai d'être à la hauteur. Il est bientôt l'heure de déjeuner. Allons voir au salon ce que ma femme nous a préparé. Mesdames, Messieurs, vous êtes ici pour assister au procès de Monsieur Patrice Lavrol. Sachez qu'il s'agit ici d'un procès public. Nous allons donc désigner parmi vous les membres qui composeront le jury et qui rendront le jugement à la fin de la séance. Lorsque j'appellerai par un numéro que vous avez, je vous demanderai de vous lever et de vous installer de ce côté. Ceux qui seront au fond pourront venir se rapprocher. J'appelle le numéro 57. Mademoiselle, levez-vous s'il vous plaît. Dirigez-vous de ce côté, vous serez celle qui vous rapportera le jugement à la fin de la séance. Numéro 26. Numéro 12. Numéro 28. Numéro 46. Numéro 47. Numéro 22. Numéro 21. La cour. Public, levez-vous. Faites entrer l'accusé. Mesdames, Messieurs, je vous demande de vous lever et de lever la main droite. Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre Monsieur Patrice Lavrol. De ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime. De ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration. De n'écouter ni la haine ou la méchanceté,
ni la crainte ou l'affection, de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter, de vous décider d'après les charges et les moyens de défense suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme proche et libre, et de conserver le secret des délibérations même après la cessation de vos fonctions. Vous êtes alors invité à prêter serment en maintenant la main levée et en disant « Je le jure ». Je le jure. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Mesdames les juges, Mesdames, Messieurs les jurés, aujourd'hui nous avons devant nous, dans le box des accusés, Monsieur Patrice Lavrol. Monsieur Lavrol, vous êtes ici pour des faits graves de meurtre sur la personne de Madame Jeanne Lavrol. Le caractère particulier du meurtre de Madame Lavrol, au demeurant la sœur de Monsieur Lavrol, est qu'elle était au moment des faits enceinte de 6 mois. Ce pourquoi la requalification du meurtre en meurtre aggravé a été ajoutée au chef d'accusation. L'arme ayant servi lors des faits est celle de Monsieur Lavrol, père, qui rentrait tout juste de la chasse, avec son associé également présente. Monsieur Lavrol, vous reconnaissez ces faits? Oui. Vous pouvez procéder. Mesdames les juges, Mesdames, Messieurs les jurés, nous sommes aujourd'hui réunis pour juger un homme. Cet homme, Monsieur Patrice Lavrol. Bien que les éléments que nous ayons à disposition ne semblent pas laisser de doute quant à la responsabilité de Monsieur Lavrol, il n'en demeure pas moins que certaines conditions doivent être élucidées afin de comprendre ce qui a amené cet homme à ce moment d'égarement, de démence ou de folie à commettre l'irréparable. Ce que nous jugeons aujourd'hui, ce n'est pas un drame familial. Ce que nous jugeons aujourd'hui, ce n'est pas une démence passagère. Mais ce que nous jugeons aujourd'hui, c'est cet instant où Monsieur Lavrol a délibérément pris l'arme de son père, mis en joue sa sœur, et Monsieur Lavrol a tiré sur cette femme qui implorait la grâce de son agresseur. Ce que nous jugeons aujourd'hui, c'est aussi nos propres limites, à l'acceptable ou non. Pouvons-nous accepter, par quelconque façon, que certains individus, quels qu'ils soient, se donnent le droit de vie ou de mort sur nos concitoyens? Soyons clairs, tuer est un acte sans retour. Tuer une femme qui porte la vie relève d'une série d'aveuglements moraux. Pouvons-nous accepter que certains individus, n'ayant aucune considération pour la vie humaine, puissent aller et venir librement? Bien sûr que non. Mais ce que nous devons juger aujourd'hui, c'est pourquoi Monsieur Lavrol a agi ainsi. La reconnaissance des faits est avérée
par Monsieur Lavrol. Mais le ministère ne peut se satisfaire de cet aveu. Ce procès doit donc jeter un éclairage sur cet événement incompréhensible. Cependant, avant que de connaître les motivations de l'accusé, le ministère réclame une peine d'emprisonnement de 25 ans, incompressible, pour le meurtre de Madame Lavrol. Mesdames les juges, je laisse la parole à la défense. Mesdames les juges, mesdames et messieurs les jurés, en réponse à ma consoeur, je dirais simplement que nous devons regarder en face tous les éléments de cette tragédie avant d'établir un jugement hâtif. Pouvons-nous réellement fermer les yeux face à la détresse de cet homme? Bien sûr, il serait facile de croire en l'évidence, ou bien, comme dirait-on, de laisser parler les faits et de faire confiance aux preuves. Mais pourtant, ces faits et ces preuves ne nous témoignent que la partie visible de la réalité. N'y aurait-il pas une réalité qui nous échappe? Je ne peux croire que nous allons nous contenter d'un simple aveu de cet homme pour tourner la page de la vie de cette jeune femme. La justice a besoin de comprendre et ainsi de ne pas se soumettre aux caprices des hommes. Mesdames et messieurs les jurés, vous allez être amenés à tenter de comprendre l'inexplicable, l'incompréhensible assassinat de cette jeune femme qui portait la vie en elle. Mesdames et messieurs, pouvons-nous réellement nous soustraire à notre propre jugement face à ces actions qui ont eu lieu dans cette famille? Car il faudra que nous avancions dans ces esprits ténébreux pour ainsi faire la lumière, pour expliquer que ce crime n'a pas été gratuit. C'est à la lumière de ce procès que nous devons éclairer les méandres des esprits torturés. Procédons. Le ministère demande à la barre Madame Diane Terrail. Madame Terrail, veuillez décliner votre identité et prêter serment. Diane Terrail, vice-présidente des exploitations Lavrol. Je travaille avec le père de Patrice. Je jure de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Madame Terrail, compte tenu de votre implication, je rappelle à la Cour, ici présente, que lors de l'arrivée des policiers, Madame Terrail tenait en joue la famille Lavrol. Pouvez-vous nous relater les faits? Bien sûr. Monsieur Lavrol et moi-même rentrions de la chasse. C'était aux alentours de 11h30. Voyez-vous, la chasse est surtout une balade amicale, car ce jour-là, nous n'avions même pas fait usage de nos armes. C'est surtout un moment amical pour nous retrouver hors du cadre habituel. Cela faisait longtemps que nous avions prévu une sortie de ce type, et nos agendas nous le permettaient enfin. Nous sommes donc passés par la porte de la cuisine, nous nous sommes servis du café et nous discutions du travail et d'autres lorsque Jeanne est passée par la porte du salon. Elle avait l'air bouleversée. À son tour, quelques instants plus tard, Patrice est arrivé, en furie. C'est à ce moment-là qu'il s'est emparé de l'un de nos fusils, qu'il l'a pointé sur sa sœur et qu'il a tiré. Et quelle a été votre réaction? J'ai eu très peur, bien sûr. J'ai de suite saisi l'arme et j'ai voulu arrêter le carnage. Je ne me souviens plus très bien,
car il y avait beaucoup de cris. Mais lorsque la police est arrivée, je tenais en joue la famille Lavrol, ainsi que M. Paré. Je crois que Jeanne était encore vivante à ce moment-là. J'étais tétanisée. À ce moment, Jeanne luttait encore pour sa propre survie. J'en doute pour celle de son enfant. De longues minutes, n'est-ce pas? J'avais peine à croire ce qui venait de se passer. Et comme je vous l'ai dit, je me suis emparée de l'arme et j'ai voulu immobiliser la scène. Pourquoi? La violence devait cesser et je n'avais pas d'autre solution. À ce moment-là, je n'envisageais aucune autre alternative. Mais pouvez-vous expliquer à la cour ces instants? Vous m'excuserez si tout reste assez confus dans ma tête. Mais lorsque la situation fut maîtrisée, j'ai attendu que tout le monde se calme et bien sûr, j'ai laissé Madame Lavrol aller auprès de sa fille, au vu de la blessure. Il n'y avait rien d'autre à faire. Vous avez fait ce que vous avez pu, Madame Terrail. Je n'ai pas d'autres questions. Madame Terrail, pouvez-vous nous décrire votre relation avec cette famille? Aucune relation particulière, maître. Je travaille avec Monsieur Lavrol père depuis des années. Et bien sûr, j'ai vu grandir ses enfants au fil du temps. Madame Terrail, pouvez-vous alors nous parler de cette famille, vous qui l'avez tant côtoyée, afin de comprendre comment nous en sommes arrivés à ce fameux dimanche du 27 octobre? Maître, je ne peux pas faire ainsi de commentaires sur la famille Lavrol. C'est une famille qui me paraissait tout ce qu'il y a de plus normal, avec ses petits soucis, et rien de plus. Madame Terrail, pouvez-vous nous assurer que les relations que vous décrivez comme normales l'étaient bien? J'aimerais que vous m'expliquiez cette scène que je vais décrire. J'entre dans une pièce. Il y a là un homme puissant et sa famille. Le premier descendant héritier vient de tuer la deuxième descendante héritière. Voilà qu'il ne reste, suite à ce meurtre, qu'un seul héritier, en théorie. Madame Terrail, vous n'êtes pas sans savoir, du moins j'en doute fort, qu'une certaine tension régnait au sein de la famille concernant votre rôle et celui de l'héritier. Madame Terrail, vous jouez un rôle très important depuis de nombreuses années auprès de Monsieur Lavrol père. Pouvez-vous nous expliquer quel est votre nouveau poste au sein de l'entreprise familiale? Maître, je ne comprends pas très bien votre questionnement. Je suis une simple employée qui s'est engagée dans une aventure industrielle qui aujourd'hui est florissante. Et ma relation avec Patrice n'a jamais été conflictuelle. Mais votre relation avec Monsieur Lavrol père était-elle sujet de discorde chez les héritiers? Je ne crois pas, mais enfin, j'ai simplement tenté de m'interposer face à un massacre. Encore une fois, maître, je ne vois pas où vous voulez en venir. Madame Terrail, comment décririez-vous l'attitude de Patrice Lavrol suite au coup de feu? Il est resté calme, d'un calme déstabilisant, c'est vrai. C'était assez étrange. Pourrait-on parler d'état de choc? C'est possible. Franchement, je ne sais pas. Finalement, si je vous écoutais, Madame Terrail, il n'y a que vous qui aviez l'esprit clair en cette journée-là. Vous étiez au bon moment, au bon endroit, pour être l'héroïne et stopper ce massacre. Pardonnez-moi, maître, mais tout de même, vous ne pouvez pas laisser planer un doute sur mes intentions. Madame, je ne laisse rien planer. Je vous questionne simplement. Et je n'ai pas d'autres questions pour vous. Ce sera tout, Madame Terrail. J'appelle à la barre Monsieur Sylvain Paré. Monsieur Paré, veuillez prêter serment. Je jure de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Monsieur Paré, je n'ose imaginer votre chagrin.
je vous présente toutes mes condoléances et je ne peux que compatir à votre douleur. Mais je me dois de vous questionner sur votre conjointe. Pouvez-vous nous parler de votre fiancé? Comment l'avez-vous connu? On s'est rencontrés il y a 5 ans. On suivait les mêmes cours de musique à la fac. On vivait ensemble depuis 3 ans. On était tellement heureux d'avoir un enfant. Donc, Jeanne et vous, vous vous apprêtiez à vous marier, c'est bien cela? Oui, ça aurait lieu ce mois-ci. Monsieur Paré, je dois malheureusement continuer mon interrogatoire, malgré votre douleur. Vous avez aussi partagé les destinées de l'entreprise de Monsieur Lavrol, n'est-ce pas? Oui, je travaillais et je travaille toujours pour Monsieur Lavrol. Il m'a pris sous son aile une fois que j'ai eu mon diplôme, en tant que commercial. Vous vous êtes donc rapidement fait une place au sein de la famille Lavrol. Vous étiez devenu un membre à part entière, à tel point que Monsieur Lavrol père vous accordait une grande confiance, n'est-ce pas? Oui. On est devenus de véritables amis, de véritables familles. Il est comme un père pour moi. Tout ça m'a été arraché par un faux fils, un vaurien, un lâche. Il m'a anéanti. Merci, Monsieur Paré. Pas d'autres questions. Monsieur Paré, diriez-vous que vous êtes un bon commercial? Oui, enfin, Car, d'après vos collègues et les documents internes que nous nous sommes procurés, vous êtes le dernier de l'entreprise, et ce de bien loin. attendez, je viens de perdre ma femme. Oui, hélas, et j'en suis navrée. Mais vous ne répondez pas à ma question. Vous êtes le dernier de l'entreprise, c'est depuis bien longtemps. Maître Carnot a-t-elle une question? Elle ne cesse de voir en vous. Elle ne cesse de voir en chaque témoin un véritable rapace, prêt à tout pour l'argent et le pouvoir. Je croyais que nous étions là pour juger Patrice Lavrol pour son crime. Maître Mira, la parole n'est pas à vous. Néanmoins, Maître Carnot, je vous prie s'il vous plaît de rester concentré sur le procès. Bien, madame le juge. J'ai encore quelques questions pour Monsieur Paré, si vous le permettez. Monsieur Paré, la mort de Jeanne et de votre enfant est tragique à plus d'un titre. Vous perdez 2 êtres chers et un avenir financier tout tracé, donc. Attendez, je viens de perdre ma femme. Je viens de perdre l'enfant qu'elle portait. Qu'est-ce que vous pouvez en avoir à faire de ma relation avec cette famille? Cette famille, pas votre famille. Mais on est liés dans l'amitié, dans le travail. Mais pas le sang. Pardon? Et bien l'autopsie. Mesdames les juges, Maître, je demande un entretien en tête à tête. De toute façon, de terminer. Prenez-vous votre place, monsieur. Maître, je ne suis pas vraiment convaincue de l'utilité de faire apparaître ces informations lors de l'audience. Mais, madame le juge, cette affaire ne m'inspire guère. Un frère qui tue sa sœur, qui avoue sans peine. d'autant plus que le fiancé semble être un peu naïf. Il nous manque forcément des éléments. Ah, je n'aimerais pas être à votre place. Visiblement, il n'y a rien à défendre chez cet homme. Maître, je vous demande de vous en tenir à la procédure et limiter votre champ d'action aux éléments contenus dans le dossier. Oui. Hélas. Cette affaire pourrait me donner bien du fil à retordre. Mais tout est trop simple, tout est bien trop évident. Et oui, les choses sont telles qu'elles sont. Détrompez-vous. Il y a quelque chose. Il y a autre chose que l'on ne voit pas de manière évidente ici. Cette famille a des secrets. Ses membres nous parlent certes, mais ils ne disent pas tout. Bon, nous pouvons continuer, je ne veux plus d'écart, moi non plus. L'affaire est assez claire, je crois. Bien, bien.
Ça va pas, Jeanne? Qu'est-ce qu'il y a? Si, ça va. Bon. Non, en fait, ça va pas. Bon. Il faut que je te parle. C'est encore à cause de ce connard? Sylvain? Non, ça n'a rien à voir avec lui. Tu sais combien je t'aime. Combien je tiens à toi. Qu'est-ce que t'as là? J'aime pas quand tu tournes autour du pot. Tu sais, nos jeux d'enfants. Je t'aime. Je t'aime. Non! Non! Non, c'est impossible, non! Si. Mais putain, mais pourquoi tu me fais ça? J'en veux pas, moi, de ce gosse! Si j'ai fait ça, c'est par amour pour toi. Cet enfant, c'est une chance unique de faire la paix avec toi-même. Tu ne te rends pas compte, c'est une revanche sur la vie. Et je sais que si tu acceptais, tu serais un bon père. Tu as tant d'amour à donner. Tu ne mérites pas ce qu'il t'est arrivé. Crois-moi. Mais non! Comment tu peux savoir qui je suis? J'en veux pas, moi, de ce gosse! J'en serais pas un bon père! T'as toujours tenté de recoller les morceaux que l'autre avait cassés. Mais je veux pas engendrer un autre monstre comme moi! T'es idéaliste, Jeanne! T'es trop naïve! J'appelle à la barre Monsieur Richard Lavrol. Monsieur Lavrol, veuillez prêter serment. Je jure de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Monsieur Lavrol, je vous présente à vous et à votre famille toutes mes condoléances. Je vous prie d'être concise. Monsieur Lavrol, sans vouloir vous offenser dans votre douleur, ici c'est moi qui mène le débat. Allez-y, maître. Monsieur Lavrol, vous me permettez de faire un bref portrait de vous et de votre œuvre, afin que le jury puisse bien comprendre l'homme que vous êtes. Homme de tempérament et déterminé dans ses convictions, vous avez repris cette scierie familiale, héritée de vos parents, et vous avez su la faire fructifier à la taille que nous la connaissons aujourd'hui. Propriétaire terrien important dans la région, vous rayonnez également à l'international, avec l'entreprise de contreplaquage, pardonnez-moi, que vous avez rajoutée à l'activité existante. Cette réussite vous a amené à travailler avec Madame Terrail, votre bras droit. C'est sans compter sur votre gendre, qui travaille également comme cadre dans votre entreprise. Votre vie est donc intimement traversée par ce succès d'entreprise. Mais voilà que votre fils, pour des raisons que nous allons tenter de comprendre, n'a pas participé à cette aventure familiale. Alors dites-moi, n'est-ce pas dur pour un père de voir son fils choisir des routes qui ne sont pas les siennes? Maître, je vous ai laissé palabrer sur ma vie et ma famille. Mais sachez que ma relation avec mon fils a toujours été compliquée. Ce qui nous occupe aujourd'hui est, hélas, le résultat d'années d'errance et d'originalité de la part de mon fils. Et pouvez-vous me dire ce que vous qualifiez d'errance et d'originalité? Mon fils a toujours eu une forme de répulsion envers l'univers familial.
Je suis le gardien de la tradition ancestrale. Et aujourd'hui, vous avez devant vous la fin de mon nom, la fin de ma famille. Ce fils a toujours voulu faire autrement. En voilà la conclusion. Aujourd'hui, en assassinant ma fille et mon petit-fils, ce fils, mon fils, par sa haine, a mis fin à une famille qu'il n'a jamais voulu intégrer. Il a eu ce qu'il voulait. Vous lui aviez fait une place à votre fils dans vos projets? Je lui ai offert les meilleures écoles, les meilleures conditions de réussite. Et il a su saisir cette chance. Sa sœur Jeanne a toujours eu cette sensibilité. J'ai toujours travaillé pour offrir le meilleur à mes enfants. Mais Patrice a toujours été en marge, toujours en rébellion face à cette main tendue. J'ai pourtant tenté d'être près de lui, de lui apporter ma présence. J'ai été un père exemplaire et je n'ai absolument rien à me reprocher. Monsieur Lavrol, votre fils aurait-il pu tuer par intérêt? Comment ça? Monsieur Lavrol, j'essaie d'expliquer le meurtre de votre fille. Indépendamment de votre échec en tant que père... Ordure! Monsieur Lavrol, je vous demande de vous ressaisir. Avez-vous fait miroiter à votre fils la possibilité de se hisser dans l'entreprise s'il se débarrassait des autres? L'intérêt peut-il tuer? Monsieur Lavrol, la question se pose, il mérite d'être posée. Mais il est fou! C'est lui qui devant moi a battu ma fille! Aurait-il eu intérêt à tuer votre fille? Aurait-il eu intérêt à la tuer et devenir ainsi l'unique héritier? Il n'est pas héritier direct! Pouvez-vous répéter ce que vous venez de dire? Il n'est pas l'héritier. Ma société sera vendue à des gens qui la méritent. Et c'est une rente qui assurera un confort à ce que j'aurais choisi. Voilà ce à quoi je suis condamné après tant d'années d'efforts. Cette famille, aveuglée en son confort, n'a jamais voulu voir ce que j'ai fait toutes ces années pour elle. Alors à quoi bon? Cette famille n'a jamais vu en moi qu'un homme qui rapporte de l'argent. Jamais je n'ai eu la considération pour ce que j'ai fait. Seul leur loisir, leur confort primait. Le travail, ça se mérite. Voilà ma peine. Avoir tout fait pour une famille qui m'ignore. Merci, Monsieur Lavrol. Maître Carnot, il est à vous. Mais alors, s'il n'a pas tué par intérêt, pouvez-vous nous dire pourquoi? La folie? Monsieur Lavrol, il me semble que vous êtes un homme pragmatique. Comment pouvez-vous dire cela? J'ai tenté, maître, de leur raisonner dès son plus jeune âge. Dites-moi ce que vous avez fait pour le raisonner. Il était impertinent et malicieux, toujours à chercher à être intéressant. Donc, vous avez corrigé votre fils. Ma femme et moi, nous avons en effet parfois puni Patrice. Mais cela s'arrêtait là. Souvent? J'ai dit parfois. Et c'est tout? Vous avez fini? Car moi, oui. Eh bien moi, non. Donc vous, sa famille, vous lui avez renvoyé votre propre déception de ne pas avoir eu le fils idéal. Vous le déshéritez. Maintenant, reste la question. Pourquoi a-t-il tué? Nous allons lever la séance quelques instants afin de nous concerter. Reprise de la séance dans 2 minutes. Mais c'est quoi ce procès?
Attends, je comprends pas que les éléments n'aient pas été communiqués aux deux parties. Les documents de succession, les tests de paternité n'ont pas été pris en compte par la partie civile. Non mais c'est incroyable, on apprend aux uns et aux autres les informations concernant le dossier. Comment la défense a-t-elle préparé ce dossier? À moins que la défense ait quelque chose en tête. Le coup du chapeau. On presse et le lapin sort, c'est ça? Cet avocat est malade. C'est risqué, certes, mais bon, pas impossible. Non, vraiment, j'ai l'impression qu'on est en train de rater l'essentiel de ce procès. Non, bon, on regarde et on corrige au besoin. Laissons la défense avancer pour l'instant. Bien. Reprenons. J'appelle à la barre Madame Anne Lavrol, la mère de l'accusé. Madame Lavrol, veuillez prêter serment. Je jure de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Madame Lavrol, je vous présente toutes mes condoléances. Si vous le permettez, je vais de manière brève évoquer les relations que vous entreteniez avec votre fille, Jeanne. Vos relations étaient très fusionnelles. Vous partagez par ailleurs la même passion pour le violon. C'est vous qui lui avez transmis son goût pour la musique classique d'ailleurs. Oh oui, elle était très douée, vous savez. Quand elle était enfant, on l'appelait notre petite virtuose. Et elle adorait ça. Elle aimait être comparée au plus grand violoniste. Son plaisir de la semaine était sans aucun doute quand arrivait le mardi soir. Elle se rendait tous les mardis à son cours de violon. C'était notre fierté. Elle était si douce, si gentille, si tendre. Toujours un mot doux pour me rassurer. Toujours un sourire pour illuminer mes journées. Toujours un geste pour essuyer mes larmes. C'était ma petite virtuose. Mais vous êtes également la mère de Patrice. Et vous avez dédié toute votre vie à l'éducation de vos enfants. Vous vous êtes toujours efforcé de garder votre fils dans le droit chemin. Pourtant, il vous en a fait voir de toutes les couleurs, n'est-ce pas? Fugue, affaire de vol, séjour en hôpital psychiatrique. À côté de cela, vous avez mis un point d'honneur à tenir les finances et à offrir un foyer chaleureux à votre famille et à vos amis. Votre entourage vous décrit comme une femme de sang-froid, pragmatique et droite. Au vu de votre tempérament, il n'est nul doute que désormais, vous vous reprochez à vous-même la tournure dramatique qu'ont pris les récents événements. Votre instinct maternel vous a même poussé à justifier les crimes de votre fils. Ce n'est pas de sa faute, affirmez-vous. Nous comprenons votre douleur, partagée entre le deuil de votre fille et la douleur de savoir votre fils en prison pour meurtre. Dites-vous bien que jamais, oh non jamais, vous ne pourrez imaginer, ne serait-ce qu'un millième de la souffrance que je connais actuellement. Perdre la chair de sa chair, voir de ses propres yeux le corps de son enfant jeté à terre, baigné dans son sang, voir son bébé mourir sans pouvoir rien y faire. J'avais les mains liées et maintenant j'ai le cœur qui s'écope. Arrêtez,
Merci pour ce témoignage très émouvant, Madame Lavrol. Et je vous prie tout d'abord d'accepter mes plus sincères condoléances. Mon intention désormais n'est pas de réveiller en vous des souvenirs douloureux, mais si vous dites que vous gardez en tête cette scène, j'aimerais bien savoir quelle est l'image que vous gardez de votre fils Patrice. Vous ne me ferez pas dire que Patrice est un monstre, comme vous l'imaginez. Comme ce n'était pas assez abominable de perdre mon enfant. Voilà qu'on me prive du second. Pour autant, Madame Lavrol, vous ne répondez pas à ma question. Vous voulez savoir ce que je pense de Patrice? Comment je vois désormais mon fils? Que voulez-vous m'entendre dire? Que pensez-vous qu'une mère puisse dire de son enfant? Espèce de rapace! Ce que je peux vous dire, c'est que Patrice a été un enfant troublé, un adolescent perturbé, en quête de lui-même. Mais jamais il n'a été violent. Jamais il n'a fait de mal volontairement. En effet, la jeunesse perturbée de votre fils Patrice a sans doute eu des répercussions sur sa vie adulte, sur son comportement. Elle pourrait même expliquer les raisons qui l'ont poussé à commettre l'irréparable. Ah, mais vous décrivez votre fils comme quelqu'un de pacifique, si je comprends bien. Maître! Loin d'être réellement violent. Mais vous oubliez qu'il a attendu un certain temps. Laissant sa sœur agoniser à terre durant de longues minutes, son fiancé à ses côtés. Ce n'était pas à votre tour de parler, maître. Pardonnez-moi, mesdames les juges. Ah, Sylvain! Oui, Sylvain! Nous pourrions parler longuement de celui-là. Que reprochez-vous donc à votre gendre Sylvain? Tout ce qui a intéressé Sylvain, c'était l'argent, C'est faux. le pouvoir et la reconnaissance. Il s'en fichait pas mal de ma Jeanne. Que sa fiancée soit enceinte d'un autre que lui. C'était bien loin de ses préoccupations, de ses ambitions de pouvoir. Et ma fille, naïve comme elle était, elle ne voyait rien. Il est difficile de lui ouvrir les yeux, de lui montrer le chemin de la vérité. Tout comme vous. Vous croyez tout savoir, mais vous ne savez rien en réalité. Vous ne savez strictement rien. Patrice a tué sa sœur. Patrice a tiré ce fameux coup fatal. Et ce n'était que l'ultime et inévitable suite logique des choses. La situation était devenue telle, une bombe à retardement. Il fallait que cela explose. Et il y aurait forcément eu des victimes. C'est tombé sur ma pauvre Jeanne, pourtant la plus douce et innocente de tous. Ah vraiment? Une bombe à retardement, dites-vous? Madame Lavrol, pouvez-vous expliciter vos propos de manière plus claire? Nous avons besoin d'éléments précis et non d'allusions floues dans cette affaire. Qu'entendez-vous donc par il fallait que tout cela explose? Il y avait trop de secrets dans la famille. Trop de non-dits. Des choses abominables. Je pensais bien faire en conseillant ma chère Jeanne de tout avouer à son frère. Je ne pensais pas que ça finirait ainsi. Ça suffit, maître, s'il vous plaît. Nous décidons de suspendre l'audience en cause de l'état de Madame Lavrol. La séance est suspendue. J'ai jamais été en Espagne. Tu connais l'Espagne, toi, maman? Non, non. Tu sais, ton père a toujours beaucoup travaillé. On n'a jamais eu le temps de s'accorder de vraies vacances, de faire de vrais voyages. Va me chercher un oignon, Jeanne, s'il te plaît. Tiens, merci.
C'est dommage. Oui, c'est vrai, c'est dommage de consacrer toute sa vie à son travail. J'aimerais bien voyager, moi. Découvrir d'autres horizons. Un honnête homme est un homme mêlé. C'est Montaigne qui l'a dit. Tu lis beaucoup trop, Jeanne. La tête dans les nuages, mais pas les pieds sur terre. Hein. Et ça, c'est moi qui l'ai dit. Va me chercher la planche à découper. Merci d'être si compréhensive. Hein. On ne partage pas assez en famille. On n'a même jamais rien partagé en famille. Après, on se demande pourquoi Patrice va si mal. Il se sent seul, sans repère. C'est tout. Baisse d'un ton, Jeanne. Et viens-en au fait. Qu'est-ce que tu nous reproches réellement? Tu nous reproches à ton père et à moi de nous être mal occupés de Patrice, mais... Papa n'en a jamais eu rien à foutre de Patrice. N'essaie pas de me faire croire le contraire. Patrice n'était qu'un enfant et papa le frappait à la moindre petite bêtise. Je l'entendais pleurer, crier, gémir. Dès que papa enlevait sa ceinture de cuir pour le cogner, un enfant ne mérite pas ça, maman. Tu ne réponds rien à cela. C'est tellement facile d'accuser Jeanne. Tellement dur de voir ses propres erreurs. Est-ce que tu crois réellement que les mensonges que tu sers tous les jours à ton frère vont l'aider à se reconstruire? Mais comment ça? De quoi tu parles, pour sang? Le bébé que tu portes. Je sais qu'il n'est pas de Sylvain. Quand auras-tu le courage d'avouer à ton frère que tu es enceinte de lui? Maman, j'aimerais bien lui dire, mais j'ai tellement peur de lui dire. Tellement peur de sa réaction. Toi qui parlais d'honnêteté il y a quelques minutes à peine, c'est le moment ou jamais de montrer combien tu es la personne la plus sincère et intègre de la famille. Mais tu ne penses pas que cela va détruire l'équilibre de la famille? Mais non, ma puce. Il faut tout se dire en famille. Il ne faut rien se cacher. Tu reproches à tes parents des tas de défauts. Et tu as raison de le faire. Tu ne voudrais pas laisser ton frère dans l'ignorance toute sa vie. Mais, maman, tu as sûrement raison, mais comment annoncer ça? Je ne sais vraiment pas comment m'y prendre. Sois sincère. Parle avec ton cœur, comme tu sais si bien le faire. Sans masque et sans détour. Tu verras, tu iras mieux après. Il est dans le salon. Va le rejoindre et lance-toi. Tu auras le cœur apaisé après. Je te le promets. Je te le promets. Nous rappelons à la barre Madame Anne Lavrol. Madame Lavrol, vous devez aller jusqu'au bout de vos révélations. Cela est nécessaire pour la suite du procès. Madame Lavrol, je vous en prie. Cela est nécessaire. Mon mari est un homme très occupé et très sollicité. Patrice avait besoin de bien plus d'attention qu'il n'en a eu. Les deux n'ont jamais été proches. Ce gamin a vécu sans son père, avec moi et sa sœur, dont il était très proche d'ailleurs. Madame, j'entends votre douleur en tant que mère et je la respecte. Mais nous devons avancer. Je sais ce que vous voulez. N'ayez crainte, je suis là pour ça. À quoi faites-vous référence exactement? La Cour aimerait aussi être informée des secrets entre votre témoin et vous, maître. Pourrait-on avancer au sujet des motivations de l'accusé, s'il vous plaît? Si vous avez voulu me faire témoigner à nouveau, c'est pour parler de la violence de mon mari à l'égard de Patrice. Vous pourrez faire votre travail de bonne morale ensuite, mais pas sans savoir ce que mon fils a réellement vécu. Nous vous écoutons à ce sujet. Mon mari nous a délaissés depuis des années. Moi, en tant que femme, j'ai été relayée comme faire-valoir public. Nous n'avions plus d'intimité depuis des années.
En ce qui concerne la maltraitance dont était victime quotidiennement Patrice, demandez-lui directement. Madame, je vous rappelle que vous êtes à la barre pour répondre aux questions de Maître Carnot. Et Maître Carnot, s'il vous plaît, nous sommes tout à fait conscients du fait que les affaires familiales sont assez difficiles à juger, mais nous aimerions désormais que vous traitiez le procès dans un ordre plus correct et en suivant les directives d'un procès correct, s'il vous plaît. Donc vous restez concentrés, merci. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai moi-même des questions pour Madame Lavrolle. Tout Madame Lavrolle. Mais Patrice, dis-leur ce que ta soeur voulait te dire. Maman! Monsieur Lavrolle, vous n'êtes pas tenu de répondre ici. Mais dis-le pour Jeanne. Mesdames, il faut arrêter le procès avant que Solène dégénère. Jeanne voulait garder l'enfant, mais l'enfant était de moi, et ça me dégoûtait. Monsieur Lavrolle. Monsieur Lavrolle, je pensais avoir l'occasion de vous questionner un peu plus tard, mais il semblerait que ce soit désormais votre mère qui dirige votre défense à votre place. Objection. Procédez sans commenter, maître. Je serai précise. Monsieur, à quoi avez-vous pensé quand vous avez appuyé sur la détente? Je voulais que ce cauchemar s'arrête. Mais dis-le. Ça suffit, J'ai Madame voulu Lavrolle. tuer mon père. Objection. Objection refusée. Vous dites votre père. Oui, j'ai voulu tuer mon père. Jeanne voulait me réconcilier avec lui, et depuis des années nous jouions à ce petit jeu malsain, mais nous savions qu'il fallait arrêter. Arrêtez quoi? Jeanne et moi avons toujours été trop proches. Je ne comprends pas ce que vous voulez me dire. C'était pas normal. Objection. Objection refusée. Écoutez, monsieur Lavrolle, vous avez déjà reconnu les faits, vous n'avez plus rien à cacher. Mais moi, je suis ici pour Jeanne. Vous comprenez? J'ai besoin d'entendre de votre bouche qui était Jeanne pour vous. Jeanne était tout pour moi. Elle a toujours voulu m'aider, m'aimer. Alors oui, ma mère tentait de nous protéger, enfin. C'est Jeanne qui venait me consoler. Elle m'apportait ce que j'avais de mieux dans la vie. De la chaleur, des caresses, des baisers. Vous l'aimiez. Jeanne était tout pour moi. Alors pourquoi l'avez-vous tué? Cet enfant était de moi. Ça me dégoûtait. Oh, et ça mérite la mort? Non, mais... Elle voulait que je me reconstruise, que je devienne père par intermittence, et ainsi me réconcilier avec moi-même, avec la figure paternelle par la même occasion. Mais cet enfant-là, je ne pouvais pas. Pas quoi? Je ne pouvais pas l'aimer. Mais il était bien de vous pourtant. Oui, mais... J'avais peur de lui. Comme j'ai peur d'être de moi-même. De vous? Oui. Peur d'être comme mon père. Mais vous avez été bien pire, monsieur Lavrolle. Non. Car ni l'enfant, ni Jeanne ne souffrent désormais. Alors que moi, oui, je souffre. Et ce pour toujours. C'est tout ce que je voulais savoir. Maître Carnot, c'est à votre tour de défendre cet homme. Monsieur Lavrolle, soyons clairs. Vous avez voulu tuer votre père, qui vous a frappé durant des années. Vous n'avez pas voulu tuer Jeanne. Vous avez voulu tuer votre père. Tout cela pèse sur vous. Et pourtant, chacun ici a œuvré, sans nécessairement se rendre compte à cette tragédie. Vous êtes à la fois le meurtrier et la victime. Non. J'ai tué. Je suis coupable d'avoir tué Jeanne. Elle était mon amour impossible. Ne cherchez plus de moyens pour alléger ma peine. Je suis coupable. Dans ces cas, je n'ai plus rien à dire, du moins à vous. Le ministère appelle à la barre Monsieur Sylvain Paré. Monsieur Paré, je ne vais pas aller par de nombreux détours. Madame Anne Lavrolle, ici présente, vous accuse d'avoir utilisé sa fille pour vous faire une place dans sa famille. Est-ce vrai, oui ou non?
Je viens de perdre ma femme. Je viens d'apprendre que le bébé qu'elle portait n'était pas le mien. Je n'ai eu que quelques instants pour accepter ce fait. Je suis encore bouleversé par tous ces événements, ces révélations. Et par-dessus tout, pour ajouter encore à mon calvaire, vous osez m'accuser d'être un gendre vénal? Il ne la touchait plus depuis des mois. Il s'en fichait pas mal de ma Madame Lavrolle, veuillez vous asseoir, sinon je vous fais expulser de la salle. Il le savait forcément qu'il n'était pas de lui, l'enfant. Pour lui, Jeanne n'était qu'un objet. Non, mais- Le moyen de se faire une place dans la famille. Vous voyez- Dans l'entreprise. Vous voyez? Madame Lavrolle, je vous demande de vous asseoir immédiatement. Vous voyez ce que j'ai dû subir pendant des années? Des accusations infondées et gratuites. Ce procès est une infamie, un mensonge bien protégé et assumé de tous. Vous les voyez là, tous vouloir me faire porter la faute. Ce bébé est celui de son frère. Vous comprenez pourquoi je demande des réparations? Ah, il montre la visage. Ça se Mesdames les juges, je vous demande une suspension de séance. Suspension non accordée. Écoutez, maître, nous allons ensemble jusqu'au bout. Semble-t-il que vous n'avez pas cru bon de transmettre tous les éléments à vos témoins. Nous allons donc ensemble remettre le dossier à jour. Mais vous imaginez une stratégie qui n'est absolument pas la mienne. Nous avons décidé de poursuivre, s'il vous plaît. J'avoue que ma collègue aimerait bien alléger la responsabilité de son client en réduisant sa responsabilité. Merci, mesdames les juges. Nous ne sommes pas ici pour s'amuser de votre stratégie, nous sommes ici pour statuer de la responsabilité de chacun. Je note et vous remercie. Alors, vous parliez de préjudice? Mesdames les juges, mesdames, messieurs les jurés, je ne peux pas imaginer une manière de sortir de cette salle sans que vous compreniez ma situation. Votre femme s'est faite tuer. En quoi consiste votre demande, au juste? Ma femme est morte, ce que je croyais être mon fils est mort. Je suis une victime de monsieur Lavrolle. Y a-t-il rien pour moi? Eh bien, monsieur Paré, nous sommes vraiment impressionnés par tant de transparence. D'ailleurs, pour répondre à votre question, vous pourrez tout à fait obtenir réparation dans un second temps. Mais nous sommes ici pour le meurtre de votre conjointe, et cela vaut pour l'ensemble de la cour. Nous sommes ici pour le meurtre de Madame Jeanne Lavrolle. Vous pouvez regagner votre place dans l'assistance. Mesdames, nous avons eu tous les éléments, n'est-ce pas? Pas d'autres témoins ou surprises? Non, pas que je sache. Nous pouvons rendre les conclusions donc. Mesdames les juges, mesdames et messieurs les jurés, nous avons eu un survol du monde de Jeanne Lavrolle, victime non seulement de son frère, mais aussi de son propre milieu familial. Issue de la même famille complexe et taiseuse, Patrice Lavrolle a grandi auprès de sa sœur et à l'abri de son père, dans une relation exclusive et fusionnelle. Ce crime, cet assassinat, est avoué et Patrice Lavrolle le reconnaît pleinement. Mais pouvons-nous le condamner sans tenir compte de l'environnement familial? Pouvons-nous uniquement condamner celui qui a laissé exploser sa colère, bien qu'irrévocable, sans tenir compte de tous les détonateurs? J'ai personnellement voulu une confrontation ici qui nous a fait comprendre les liens qui tissent la toile du piège dans lequel cet homme égaré, est tombé. Oui, Patrice Lavrolle est le coupable. Oui, Patrice Lavrolle a tué sa sœur. Mais est-ce vraiment sa sœur qu'il visait? Rappelez-vous de ce long et dur chemin auprès de son père, de ces mots
de ses insultes et de ses coups. Ainsi ce meurtre, n'est-ce donc pas le résultat de la violence de son père? N'est-ce donc pas son père qu'il cherchait à anéantir à son tour? Ces questions, nous en connaissons tous les réponses. Mais est-il possible d'espérer que nous puissions alléger une peine que cet homme porte déjà depuis des années? Si nous décidons d'alléger la peine encourue par cet homme, nous pourrions lui donner une autre chance. Nous pourrions lui donner cette chance qu'il n'a pas eue, ou bien su saisir par l'amour désespéré et incontrôlé de sa sœur. A-t-il voulu tuer son père? Ou bien cet amour incestueux avec sa sœur? Cette vie avec l'enfant qui, avouons-le, était vouée à l'échec? Comment cet homme aurait-il pu vivre une réconciliation avec lui-même tout en gardant son propre enfant sous le toit de sa sœur et de son beau-frère? Comment cet homme aurait-il pu entrer dans le souhait unique et conditionné de sa sœur sans même pouvoir vivre un amour serein et assumé aux yeux de tous? Dans une telle situation, quelle réconciliation avec lui-même aurait-il pu espérer? Mesdames et messieurs les jurés, ce que nous allons juger aujourd'hui, c'est notre capacité à possiblement redonner une chance, si infime soit-elle, à cet homme qui a sombré dans ce naufrage familial. Oui, il est le coupable. Oui, je vous demande de le condamner. Mais mesdames et messieurs les jurés, je vous demande de ne pas alourdir sa peine plus qu'elle ne l'est déjà. Votre juste mesure sur le poids de la condamnation se reportera aussi sur les autres membres de la famille. Car Patrice Lavrol est aujourd'hui seul dans le box des accusés. Mais est-il le seul coupable? Votre condamnation parlera d'elle-même. Quelle belle intention! Quel beau bouquet d'excuses à porter sur la tombe de cette jeune femme! Que d'humanisme pâle pour tenter de repeindre ce si sombre tableau. Cette défense au parfum de fleurs bleues ne me fera pas dévier des faits et de la réalité. Mesdames et messieurs les jurés, vous avez vu jouer une plaidoirie larmoyante sur la responsabilité des uns et des autres. La défense a voulu éclabousser toute la famille par ce choc des prévenus. Mais la Cour a entendu et saura porter les accusations nécessaires aux auteurs et co-auteurs des crimes. Durant toute cette séance, j'ai eu une pensée pour cette jeune femme qui a tenté, sûrement maladroitement et de manière précipitée, de sauver son frère. Certes, elle l'a aimé, plus qu'il ne l'aurait fallu, plus que nous pouvons l'accepter. Mais cet amour, cette main tendue, qu'en a-t-il fait? Il a tiré, il a ouvert le feu sur cette main tendue. Ce fils, cette réconciliation possible, il les a tués. Voilà la vérité. Il a tué
propre fils. Alors ne vous méprenez pas. Nous jugeons un double crime. Un crime aggravé. Un crime lâche et sans appel. Pour quel genre de société passons-nous en cherchant des excuses à ce crime inacceptable? Vous êtes face à un meurtrier et je vous demande de le condamner. C'est pourquoi je demande une peine de 25 ans d'emprisonnement pour le meurtre de Jeanne Lavrol et de son fils. 25 ans pour avoir tué une femme aveuglement amoureuse de lui et son propre fils. Mesdames et messieurs les jurés, nous vous demandons de nous faire connaître votre décision dès que possible. Nous allons vous laisser délibérer et nous donner un verdict clair. La cour se retire, la séance reprend dans 2 minutes. Mesdames, messieurs les jurés, je vous demande de bien sortir. Bonjour. Il va falloir annoncer une sentence. Et vous allez porter la sentence. Donc, selon vous. Non, il aura que le seuil. Est-ce qu'on lui met 25 ans de prison ferme comme on a demandé ou on allège la peine 105 ans. Pourquoi l'alléger? Pourquoi on l'allégerait? Non. Non, mais explique, ça peut être bien. Non, parce que, je pense que, il voulait pas, il l'a fait quand même. Oui, mais ce qu'il a expliqué à l'avocat, quoi. Tu estimes qu'il a déjà été victime Ouais, et que ça vaudrait la peine de l'alléger. Le père est finalement plus coupable. Mais, Okay. moi, c'est ce que Mais je là, pense. pour le procès, qui est coupable? C'est quand même lui qui a tué, non? Oui, bah oui, bien sûr, il est coupable. Mais après, Oui. oui, c'est vrai qu'il a Mais subi sa dans son sentence, entourage. on s'entend sur lui donner combien? Pour moi, il est coupable, mais il mérite moins d'années. Pas Après, 25 il n'est ans. pas dangereux dans la rue. Mais oui, il est pas dangereux. Et pourquoi? En fait, ça serait juste. Oui, il est ruiner coupable toute d'aller en sa prison, vie c'est de A à normal. Z. Ok, il a quand même buté Il a quand même tué sa deux sœur Oui, mais ça serait, enceinte. ça serait ruiner, ça serait ne pas lui donner de deuxième chance. conscient que c'était. Ok, donc, On peut alléger à 20 ans, hein, si... est-ce qu'on allège à 20 ans? Non. Pas pour moi, non. Non. Il était conscient quand même du fait que c'était sa sœur et son fils. Donc, il faut que ça soit d'une manière unanime. Est-ce que... Je suis d'accord, mais Oui, si mais on condamner les parents, je suis d'accord. Mais sur le fait de 25 ans. Donc, d'une façon majoritaire. Non, mais c'est une façon majoritaire et pas unanime. Et que vous donnez 25 ans. Non compressible. Ce qui veut dire que là, on n'a pas quorum. Donc, on dit, ben voilà, après ça, ça va être au juge d'application des peines de vraiment réajuster. Vous dites qu'il est coupable avec, de façon majoritaire, ou quoi que, voilà, 25 ans. 25 ans. Après, genre, le fait de descendre à 24 ou 23 ans, est-ce que ça change quelque chose Non, mais après ça, c'est vrai que ça peut être défendable. Oui. Mais après, c'est de se Moi, dire... c'est moi, genre 15 ans, 15-20 ans, ça détruit déjà une vie. Non, mais c'est très bien. La cour, je vous demande de nous donner votre jugement. OK, on y va? 25, OK. Levez-vous. Avez-vous terminé les débats? Vous pouvez vous asseoir. Greffier, la cour a fini de délibérer. Je confirme. Accusé, levez-vous. Juré, nous vous écoutons. Oui, bien sûr. À la question Patrice Lavrol est-il coupable du meurtre de Jeanne Lavrol, les jurés ont répondu oui à la majorité pour une peine de 25 ans incompressible. Par conséquence, la Cour condamne Patrice Lavrol à une peine de 25 années incompressible. La décision est définitive et prend effet immédiatement.
J'en ai marre. Cette situation, faut que ça cesse. Laisse-moi un peu de temps. Tu comprends que c'est compliqué pour moi. J'ai un mari, des enfants. Et tu crois que je vais t'attendre toute ma vie? Mais moi, ma vie, justement, j'ai envie de la faire. Alors si tu pars pas là, maintenant, avec moi, c'est moi qui m'en vais. Tu resteras toute seule avec ton connard de mari. Non, attends. Je vais arranger la situation. Je vais faire quelque chose qui va tout bouleverser. Sois patiente. Nous serons bientôt réunis toutes les deux. Nous remercions le jury de sa participation et de son jugement sur ces actes. La séance est levée. Je vais faire quelque chose qui va tout bouleverser. Sois patiente. Nous serons bientôt réunis toutes les deux. Va le rejoindre et lance-toi. Tu auras le cœur apaisé après. Je te le promets. Je t'aime. T'es idéaliste, Jeanne. T'es trop naïve.
ce soir, vous avez assisté à la dernière représentation de Silence coupable. C'est ce soir la 4e représentation que nous avons faite, tout cela sur 2 ans. Donc, ça a été joué l'année dernière, qui a été repris cette année. Donc, en fait, le clip, vous avez vu, a été tourné en février dernier. Et on a pu faire vivre ce projet très audacieux de pouvoir écrire collectivement, d'être capable de tourner aussi tout le monde ensemble et d'être capable de mener ce projet un peu contre vents et marées. Aujourd'hui, on a pu jouer dans ce château splendide, payé par vos frais. Et le prochain coup, on s'est dit, oui, on allait faire une comédie. Mais ce soir, voilà, c'est un moment pour nous pas simple, c'est la fin. Et c'était une très, très, très belle aventure. Bravo.